Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. On est là, on s'accroche. Écoute, on s'est échangé des messages depuis ce matin. J'ai de la peine pour le Gabon. Quand j'écoute toutes ces bêtises, ces salades là sur les réseaux sociaux là, c'est triste pour le Gabon. Passer son temps, pour moi c'est une perte de temps, à faire des messages audio ou à faire des lives sur les réseaux sociaux pour attaquer une communauté. Les fans à gauche, les fans à droite, les fans devant, les fans derrière. Mais c'est triste pour le Gabon. Alors que là, à l'heure actuelle, nous avons une chance de dingue avec cette transition. Pourquoi nous avons une chance de dingue? Mais cette transition est dirigée par des Gabonais. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait plus de Gabonais comme ça au cœur du pouvoir, assis au palais du bord de mer? Combien d'années? 56 ans. Le pétrole du Gabon était géré par Samuel Dossou, un béninois, Bongo, lui-même congolais centrafricain, pur sang. C'est pas les histoires du Congo ça. Nous on a les témoignages de sa propre famille. Il avait donné la gestion du pétrole gabonais à un béninois. Et ils avaient monté leur société en Suisse, Petroline. Petroline. C'est Samuel Dossou qui vendait le pétrole gabonais. C'est Petroline qui vendait le pétrole gabonais. Petroline, installé en Suisse, à Genève, dirigé par un béninois, Samuel Dossou, qui est aujourd'hui multimilliardaire en francs CFA, qui participe en Afrique à des appels d'offres se chiffrant à des centaines de milliards de francs CFA. Il est devenu milliardaire avec le pétrole du Gabon. Parce que le centrafricain congolais, Omar Bongo, l'a confié cette responsabilité-là, mais pas un Gabonais. On ne te parle même pas de l'épisode de Meksan à Krombessi, tellement que c'est honteux pour le Gabon, triste pour le Gabon. L'épisode de Meksan à Krombessi, catastrophique pour le Gabon. Mais pendant 56 ans, que la minorité extrémiste du Haut-Togo a dirigé le Gabon. Tu as entendu quelqu'un faire des lives, des audios pour attaquer ces gens-là? Personne n'a fait ça. Personne. Mais maintenant que nous avons des Gabonais, quand je dis des Gabonais, moi je ne vois pas que Brice Oligui, mais je vois tous les officiers supérieurs de cette série, ce sont des Gabonais. Maintenant que nous avons des Gabonais à la tête du pays, je suis étonné de voir que des compatriotes s'élèvent et attaquent les femmes, attaquent les femmes. Mais comment? Si Oligui a fait des erreurs dans la gestion avec sa famille de son côté femme, mais ça c'est Oligui qui doit prendre ses responsabilités. Pourquoi quand il y a un femme qui commet des erreurs, on dit les femmes fait ceci, les femmes fait cela? Mais quand Manganga Moussavou trahit le Gabon et va s'asseoir avec Ali Bongo qui venait de massacrer les Gabonais en 2016, est-ce que les Gabonais ont dit les Pounou ce sont des traites? Est-ce que les Gabonais ont dit ça? Que les Pounou ce sont des traites? Non. Les Gabonais ont dit Manganga Moussavou est un traître. On n'a pas dit les Pounou ce sont des traites. Parce que les Pounou n'ont rien à voir dans les histoires de Manganga Moussavou. Les Pounou n'ont rien à voir dedans. Manganga Moussavou, il fait tout ce qu'il fait là pour son ventre. D'ailleurs, la preuve, son parti politique, il y a qui dedans? Il n'y a que sa femme et ses enfants, sa famille. Et son fils a poussé le bouchon encore plus loin. Il a carrément épousé la fille d'Omar Bongo, la sœur d'Ali Bongo. Il a poussé encore le bouchon plus loin. Et ils sont quand même encore allés trop loin. Le père vice-président de la République, le fils ministre de la République. Mais il a un parti politique. Il n'y a que son enfant qui pouvait être ministre. Et qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Le fils quitte le parti familial, il intègre le PDG. Mais est-ce que tu as entendu les Gabonais dire que les Pounou ce sont des traites? Non. Les Gabonais sont lucides. Ils savent qui est qui. Il faut arrêter de croire que... Il faut que certains arrêtent de croire que les Gabonais sont bêtes. Les Gabonais ne sont pas bêtes. Allons de là, attention. Donc les Gabonais ont toujours dit que Manganga Moussavou c'est un traître. Mais quand Ndemezo trahit
la coalition de 2016, la coalition politique de 2016, et va et repart avec Ali Bongo. On n'a pas dit Ndemezo c'est un traître. Certains tribalistes là-bas au Gabon ont commencé à dire les femmes ce sont des traîtres. On vous avait dit quoi? Les femmes ce sont des traîtres. Mais comment ça les femmes ce sont des traîtres? C'est Ndemezo qui a trahi. C'est pas les femmes. Quand Ndemezo, après avoir trahi les autres, Ali Bongo avait promis à Ndemezo le poste de Premier ministre. Tu comprends? Pour trahir les autres. Ali Bongo finit à rouler Ndemezo dans la famille après l'élection présidentielle 2016. Il a nommé, je crois, Issozen Gondé. Si je ne me trompe pas. Ndemezo a fait quoi? Il a pris son argent et est parti en France. Il allait chez son fils en France, il allait pleurer là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, moi je ne comprends pas. Et pourtant j'ai toujours fait ce que les Bongo m'ont dit de faire. J'ai toujours tout fait. Tout ce qu'ils m'ont dit de faire, j'ai fait. Ce qu'Ali Bongo m'a dit de faire, j'ai fait. Et les Bongo ne m'ont jamais donné un poste régalien. Je ne comprends pas, il m'avait promis le poste. Ali Bongo m'avait promis le poste de Premier ministre. Il ne m'a pas donné le poste. Voilà comment Ndemezo est allé pleurer chez son fils en France. Ndemezo n'a pas dit que Ali Bongo m'avait promis le poste pour représenter les écrans. Non, 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 non. Il a parlé de lui, de son ventre. Quand le pouvoir d'Ali Bongo est tombé là, en 2023, il y a un journaliste qui a interviewé Ndemezo. Il a dit quoi? On a posé la question pourquoi vous êtes allé au PDG. Il a dit quoi? La faim, le pain, le plaisir. Il n'a pas dit je suis allé au PDG pour les écrans. Non, non, non. Il a dit qu'il allait au PDG pour le pain, la faim et les plaisirs. Donc c'est-à-dire qu'il allait au PDG pour son ventre, mon frère. Il allait au PDG pour son ventre. Donc quand Ndemezo trahit le peuple gabonais, ce n'est pas les femmes qui trahissent le peuple gabonais, c'est René Ndemezo lui-même. C'est lui qu'il faut attaquer, pas les femmes. Donc tu vois, c'est très dangereux tous ces messages-là. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais les étrangers qui nous pillent le pays, mais ils sont contents. Ils sont en train de se frotter les mains et ils vont pousser avec, et je le dis et je maintiens ce que je dis, avec la minorité extrémiste du Haut-Togo dirigée par la femme au foulard bleu. La femme au foulard bleu dont Stempy avait parlé. Et voilà pourquoi Stempy est en prison. Parce que Stempy a dit la vérité de ce qui est en train de se tramer derrière contre les Guinguema, dirigé par la minorité extrémiste du Haut-Togo qui a comme responsable patron la femme au foulard bleu. La deuxième panthère du Gabon. La première panthère, Ali Bongo, a été liquidée. Donc il reste la deuxième panthère qui est en train de coûte que coûte attraper le Gabon dans ses mains, dans ses pattes sataniques, et qui veut maintenir le Gabon dans leur ventre. Mais toute seule, elle n'aura pas assez de force pour pouvoir maintenir le Gabon dans leur ventre satanique. Donc, Ali Bongo était liquidé. La femme au foulard bleu, la deuxième panthère, sera aussi liquidée. On n'a pas le choix, et pour libérer le pays. Donc, pendant ce temps, tous ces gens-là sont en train de se frotter les mains. Ah, on a réussi le coup. Ils sont en train de se taper maintenant entre eux. Au moment venu, on va lancer maintenant l'assaut sur Oligui, on le fait tomber. Et vous allez voir, si Oligui tombe, vous allez voir le monstre qui va arriver derrière. Et là, ce sera trop tard. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Et qu'est-ce qui va se déclencher derrière? On va se diriger tout droit vers une guerre civile. Et on va perdre notre pays. Parce que le Gabon, c'est les Gabonais même. Les Gabonais, c'est peut-être 1 million d'habitants. Parce qu'on est venu, on était complété par d'autres populations qui sont arrivées d'ailleurs. À qui Bongo a donné les papiers gabonais. Mais sinon, nous-mêmes là, on est combien? On a dépassé à peine 1 million d'habitants. Donc, il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. Certains Gabonais ne comprennent pas du tout les enjeux. Pas du tout les enjeux. L'économie de notre pays n'est pas entre nos mains, n'est pas dans nos mains. Au lieu qu'on se batte, qu'on pousse le CTRI dans le sens de récupérer l'économie de notre pays, pour qu'enfin on soit indépendant. Mais les communautés étrangères qui sont là au Gabon, mais celles qui possèdent le cash, celles qui possèdent l'argent, est-ce que tu vois les Gabonais peuvent entreprendre? Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de dire au CTRI, le CTRI dit, il faut préfinancer vos projets, et puis après, nous, on vous appuie financièrement. Mais qui aujourd'hui peut financer un projet au Gabon? Tu crois que quelqu'un aujourd'hui va sortir 5 millions, 10 millions? Entre-temps, il regarde la situation, il regarde sa situation financière, il n'y a pas le salaire, les rappels sortent ne viennent pas. Et tu crois qu'il va aller sortir 5 millions pour aller financer un projet? 10 millions? Mais il va réfléchir à 10 fois avant de s'engager. Mais par contre,
les communautés étrangères qui sont installées au Gabon, là. Mais quand elles veulent financer un projet pour un des leurs, mais ils peuvent réunir 100 millions comme ça en 5 minutes. Ils se réunissent là entre eux. Bon, toi, tu as combien? J'ai 10 millions. Toi, tu as 5 millions. L'autre a 30 millions. L'autre attend. Ok, voici 100 millions. Va monter ton dépôt de boisson. Voilà comment tu vas voir un Libanais avec son dépôt de boisson. Parce que sa communauté s'est regroupée autour de lui et ils l'ont financé. Et tu vas voir qu'après, on les laisse travailler pendant 1 an. Et puis après, ils commencent à rembourser à ses frères libanais. C'est la même chose avec nos frères d'Afrique de l'Ouest. Quand il y a un de leurs qui veut monter une boucherie, ils se réunissent tous autour de la table. Bon, il faut combien? Il te faut combien pour monter la boucherie? Il faut l'étude de faisabilité. Il faut 30 millions pour que je monte la boucherie. Chacun sort 5 millions, 10 millions. Ils se réunissent là en association. Voilà comment leurs compatriotes d'Afrique de l'Ouest, on sort de 30 millions. Ses frères sortent les 30 millions. Il peut monter sa boucherie. Il devient maintenant son propre patron. Et 1 an plus tard, il commence à rembourser à ses frères. C'est la même chose pour les Français. Je te l'ai dit hier. On a discuté de ça hier. Un Français qui vient au Gabon, interdiction qu'il soit clochard. Interdiction qu'il fréquente les Gabonais. S'il fait comme les Gabonais, on va, les services français installés au Gabon vont lui demander de retourner en France. Alors, un Français qui vient au Gabon, qui n'a rien, on l'envoie et qui veut faire des affaires, il va au consulat de France. Il dit au consulat de France ce qu'il veut faire comme affaire. Il présente son projet. Le consulat de France lui fait une lettre d'intention dans une banque. Et la banque là lui ouvre à ce Français-là une ligne de crédit. On lui donne un crédit. Tout de suite. 100, 200, 300 millions. Il monte son business. Voilà comment il devient maintenant chef d'entreprise. Opérateur économique dans notre pays et celui qui donne maintenant le boulot aux Gabonais. Mais nous les Gabonais, est-ce que nous avons ces avantages-là? Comment nous allons rattraper ce retard économique? Tu penses que c'est en préfinançant là, les petits montants là, on ne va pas y arriver. Dans 100 ans, on sera encore dans le même problème. Voici les vrais sujets. La solution, c'est que l'État aujourd'hui n'a qu'à récupérer la banque postale, la poste banque, parce que nous n'avons plus de banque au Gabon. Ce sont des étrangers qui possèdent des banques au Gabon. Là, c'est un très gros danger parce que quand tu ne tiens pas l'argent dans ton pays, c'est comme une bombe atomique que tu ne maîtrises pas, qui est installée dans ton pays. Ils peuvent péter à tout moment, on n'aura plus de liquidité qui sortira du pays et le pays va s'effondrer. Guerre civile. Donc il faut que l'État gabonais récupère par tous les moyens, relève par tous les moyens la banque postale et paye tous les clients de la banque postale qui ont perdu leur argent, leurs économies dans cette banque-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qui c'est qui est responsable de la chute de la banque postale. Il faut dire la vérité. Mais ce ne sont pas les fonds. Si vous voulez il faut qu'on pousse le bouchon loin. Qu'on sorte les dossiers. Ce n'est pas les fonds. Mais c'est Nina Abouna qui est battu de l'économie. Akron Bessi et Ali Bongo ont pillé 8 milliards. Ils ont pris dans les caisses de la banque postale. Quelques mois avant l'élection présidentielle de 2016, 4-5 mois avant, ils ont pillé, parce qu'ils savaient qu'ils allaient fuir, ils ont pillé les caisses de la banque postale, 3 mois, je crois, avant l'élection présidentielle. Ils ont donné cet argent à Nina Abouna, qui est battu de l'économie, son frère qui est aujourd'hui TPG, qui est incompétent et qui n'a rien à foutre là, au trésor public. Il n'a rien à foutre parce que c'est un éternel incompétent, un voleur de la pire espèce. Nina Abouna a organisé un convoi pour transporter les 8 milliards là dans le Haut-Togoui. Voilà comment la poste banque est tombée, la banque postale. Donc il faut que l'État récupère cette banque-là, qu'elle soit la propriété de l'État. Et puis qu'à travers cette banque-là, on met en place des organismes qui vont aider les Gabonais qui veulent entreprendre. On doit ouvrir des lignes de crédit pour que les Gabonais puissent entreprendre, avoir accès à des fonds pour financer leurs différents projets. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir lutter, reprendre le contrôle de notre pays, le contrôle économique. Dans 5 ans au moins, on va reprendre le contrôle. Et dans 30 ans, l'économie, dans 10 ans plutôt, l'économie de notre pays sera dans nos mains. On deviendra les maîtres chez nous. C'est nous qui allons donner du travail à nos compatriotes et non l'inverse. Voilà un vrai combat qu'il faut mener. Ce n'est pas dire les fans gauche, les fans droite, Aurélien là-bas, l'autre fait la guerre là-bas. Mais ça, ce n'est pas des sujets, ça. La preuve, son frère l'a enlevé. Mais est-ce que toi, tu as vu les Batéké de sous Bongo, les Batéké sous Ali Bongo, enlever leurs parents directeurs généraux du budget comme ça? Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils l'ont laissé piller, saigner le poste qu'il occupe. Jusqu'à.
Mais lui, au moins, il a eu le courage de dire à son petit frère, non, là, tu as fait n'importe quoi. Je t'enlève. Il a enlevé. Mais il faut applaudir. Il faut applaudir. Bon, maintenant, on sort tous les mensonges possibles. Oh, ils ont voulu faire le coup d'État, tout ça, c'est du pipeau. Il y a rien de vrai là. Ça, c'est pour détruire, c'est pour tromper les Gabonais, c'est pour déstabiliser le Gabon, c'est pour déstabiliser la transition, parce qu'on sait où tout ça là, c'est organisé. C'est organisé, c'est structuré ailleurs, et c'est mis dans les réseaux sociaux. Voilà. L'histoire de coup d'État, c'est du pipeau. L'histoire de 1 milliard tous les vendredis, ça... alors là, j'ai écouté, j'ai rigolé, j'ai ouvert ma bouteille de champagne, j'ai bu du champagne. J'ai dit, bon, là, ceux-là, là, ils ont vraiment... on peut critiquer. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais ça ne sert à rien de mettre le feu pour mettre le feu. Parce que quand vous mettez le feu là, vous faites mal à qui? Vous faites pas mal aux Béninois. Vous faites pas mal aux Libanais. Vous faites pas mal à la communauté ouest-africaine et au Gabon. Vous faites mal au Gabon. Quand vous diffusez, quand on diffuse de fausses informations comme ça. Parce que tout simplement, on veut nuire à une communauté, on sort de telles bêtises. Les Gabonais, le pouvoir a été géré pendant 56 ans par la minorité extrémiste de Haut-Ogooué. Personne n'a fait des lives, personne n'a fait des audios pour attaquer la minorité extrémiste de Haut-Ogooué. Aujourd'hui, qui c'est qui est TPG? Voilà les sujets. Qui c'est qui est TPG? Mais c'est un éternel incompétent, un Batéké de Lekoni. Hein? Un Batéké de Lekoni, mon frère. En 2005, il travaillait déjà au Trésor. Il était un agent du Trésor, il travaillait dans le cabinet, dans la direction de Osungu. Osungu qui est devenu plus tard Swali Bongo, TPG. Bateko aussi, je crois, de Lekoni, si je ne me trompe pas, qui est devenu TPG Swali Bongo. Luther Abouna a travaillé dans son service. Jeff Bongo Ondimba, l'enfant de Jeff Bongo, était l'adjoint d'Osungu. En 2005, Jeff Bongo m'appelle. Il dit, mon petit frère, viens, j'ai envie de te voir. Et est-ce que tu es dispo là maintenant? J'ai dit, je suis dispo. Je suis en train de sortir, mais je peux faire un tour là-bas. Voilà comment en 2005, donc, c'était l'été 2005, on était vers peut-être le mois de mai, je fonce à son bureau. Quand je rentre dans son bureau, au moment où je me pose mes fesses sur la chaise, ça cogne. La personne rentre, c'était qui? Luther Abouna. Lui et moi, on se dit bonjour. Il donne une enveloppe à son patron, Jeff Bongo Ndimba, il ressort. Jeff Bongo Ndimba me dit, mais tu le connais? Je dis, oui, on a grandi ensemble. Il dit, oh, mais c'est un voleur. Luther Abouna, c'est un voleur. L'enfant d'Abouna, c'est un voleur. J'ai appelé mon père. J'ai appelé le président. Je lui ai dit, monsieur le président, Luther Abouna, c'est un voleur. Il faut le virer du trésor. Il n'a rien à faire au trésor. C'est un voleur. On est en 2005. Luther Abouna n'est pas encore TPG. Il travaille dans le service de Sungu. L'enfant de Bongo Ndimba dit devant moi, c'est pas on m'a dit, hein, devant moi, que Luther Abouna était un voleur. Et qu'il appelait son père, Bongo, pour dire à Bongo qu'il faut enlever l'enfant d'Abouna parce que c'est un voleur. Il n'est pas encore TPG. En 2005, Odig était où? Il n'était pas déjà avec Bongo. Donc depuis 2005, le gars là est voleur au trésor public. Il finit TPG. Tellement qu'il volait, Jeff Bongo avait craqué, avait giflé Luther Abouna en plein trésor public devant les autres agents du trésor. Mais voici un problème. Un grave problème qui est là. Parce que quand tu es TPG, tu gères le cash. Le directeur général du budget, je ne pense pas qu'il gère du cash. Le TPG gère du cash. Du cash, du cash. Il a le cash tous les jours. Il a la liquidité tous les jours. Alors on confie la liquidité du pays à un gars qu'on disait déjà depuis 2005, il était même encore dit au trésor que c'était un voleur. Et ce gars-là a fait allégeance à Mexa Kombesi. Parce que sa sœur, Nina Abouna, qui a transporté les 8 milliards des clients de la banque postale dans le Haut-Ogooué, couchait, était la maîtresse, était la petite copine, la Chiza, de Mexa Kombesi. Mais ça, il n'y a personne qui parle de ça. On dit les femmes à gauche, les femmes à droite, les femmes devant, les femmes derrière. Mais il faut faire attention, parce que si les gens sortent les dossiers, mais ça, le Gabon va aller où? Le Gabon va aller où? Parce que nous, on a des dossiers. Demain, on peut s'asseoir et puis on dit, bon, ok, comme vous voulez jouer à ce petit jeu-là, bon, on va sortir des dossiers. Sortons le dossier de la BICIG. Aujourd'hui, pourquoi les clients de la BICIG sont en train de voir le feu là-bas, la BICIG? Pourquoi ils voient le feu? Mais c'est à cause de qui? Mais c'est à cause de la femme au foulard bleu. Pascaline Bongo Ndimba, celle qui a pillé la BICIG. Elle avait porté plainte à la BICIG. Elle réclamait à la BICIG des milliards de francs CFA. On ne sait pas pourquoi. L'ancien patron de la BICIG, le monsieur Miané Métis là, qui est décédé, j'ai oublié son nom.
Il est allé voir Ali Bongo pour dire, bon, ta soeur nous a porté plainte, elle réclame tant de milliards. Moi, je ne paye pas, parce qu'on ne doit pas l'argent à ta soeur. Ali Bongo a dit, ah putain, j'oublie son nom, a dit au patron de la BICIG, si elle ne doit pas de l'argent, vous ne payez pas. Voilà comment la justice a classé le dossier de Pascaline Bongo. Quand Ali Bongo tombe à Riyad, il tombe à Riyad. Pascaline Bongo revient au pays, elle se remet, elle reprend les commandes du pays. Avec Marie-Madeleine Boranto et Sylvia Bongo, les trois femmes-là, elles prennent le contrôle du pays. Voilà comment Pascaline Bongo réactive sa plainte contre BICIG. Et en février, si je ne me trompe pas, janvier ou février, je crois, 2019, voilà comment la BICIG paye Pascaline Bongo. La fameuse, le fameux argent qu'elle réclamait à la BICIG, que la BICIG lui devait. Ça se chiffre en milliards de francs CFA là. Mais la BICIG a pris l'argent là où? La BICIG a pris l'argent là dans les comptes bancaires des clients qu'ils ont donné à Pascaline Bongo. Voilà comment maintenant les clients de la BICIG sont en train de voir du feu. Là, je te fais ça vite fait là. Mais la prochaine fois, je vais te sortir le dossier complet de cette affaire-là. Voilà comment les Bongo ont tué le Gabon. Ce n'est pas les femmes. C'est ni les Pounou. C'est ni les Mienais. C'est les Bongo. On va aller parler de la privatisation de Gabon Télécom. La privatisation de Air Gabon. Depuis que Gabon Télécom a été privatisé, aucun salarié de Gabon Télécom n'a perçu son chèque d'indemnisation. Depuis, je crois, 2008. Mais qui a privatisé Gabon Télécom? Mon frère. Mais c'est les enfants de Bongo, Ali Bongo, Pascaline Bongo, Paul Tungi, le gendre de Pascaline Bongo qui était ministre des Finances, et Sylvia Bongo. C'est les quatre là qui ont privatisé Gabon Télécom. Parce qu'en 2008, les agents de Gabon Télécom étaient allés voir Jean Yengenon qui était Premier ministre. Je crois qu'il était Premier ministre en 2008. Ils ont dit à Jean Yengenon, on a une solution pour sauver Gabon Télécom. Jean Yengenon a dit quoi? Mais moi, je ne peux rien faire. C'est pas moi qui gère le dossier de Gabon Télécom. C'est Bongo et ses enfants qui gèrent le dossier de Gabon Télécom. C'est pas moi. Moi, je ne peux rien faire. Voilà comment les agents de Gabon Télécom sont retournés. Jean Yengenon n'a jamais vu le dossier de la privatisation de Gabon Télécom sous ses yeux. Jean Yengenon est vivant. Tu peux aller le voir, mon frère, tu lui demandes. Si je mens. Jean Yengenon est vivant, il est là. Si c'est un homme courageux, il n'a qu'à prendre le micro et dire la vérité sur la privatisation de Gabon Télécom. L'ambassadeur de France au Gabon avait convoqué Soit Thomas, qui était patron de Gabon Télécom. Après, il est passé quand il y avait la privatisation. Je crois qu'il était déjà patron de Libertis. L'ambassadeur de France au Gabon convoque Thomas Soit pour lui dire que comment vous pouvez privatiser Gabon Télécom et vous n'appelez pas la France, votre premier partenaire. Soit Thomas dit quoi à l'ambassadeur de France au Gabon? Il dit, mais monsieur l'ambassadeur, mais moi je n'ai pas accès au dossier de la privatisation. Il faut voir le chef de l'État. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette privatisation. Et la privatisation, était gérée par les enfants de la famille de Bongo. C'est comme ça que ils ont liquidé pour un franc symbolique Gabon Télécom aux Marocains. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes dedans, ils récupéraient leur argent. Eux-mêmes dedans, ils sont actionnaires dedans. Pascaline Bongo Ndimba, Ali Bongo Ndimba, Paul Tungi, le compagnon de Pascaline Bongo, parce que jusqu'à présent, la vieille, elle n'est pas mariée. C'est une honte pour une femme. Et Sylvia Bongo, les Marocains, jusqu'à nos jours, leur donnent 500 millions de francs CFA tous les trimestres, versés dans une banque HSBC, je crois que c'est cette banque-là, à Hong Kong. Avant, c'était versé à Londres, maintenant c'est versé à Hong Kong. 500 millions de francs CFA, chacun, tous les trimestres. Et pendant ce temps, les salariés de Gabon Télécom ne touchent pas un radis, n'ont pas touché un radis de leur licenciement. Jusqu'à présent, il y en a qui sont morts. Mais personne ne parle de ça. On vient dire les femmes à gauche, les femmes à droite, les femmes devant, les femmes derrière. Mais les femmes, ce n'est pas eux qui ont liquidé Gabon Télécom, ce n'est pas eux qui ont tué les salariés de Gabon Télécom, ce sont les enfants de Bongo. On va encore aller plus loin. El Gabon. Qui a liquidé El Gabon? Jusqu'à présent, les salariés d'El Gabon n'ont toujours pas touché un radis. Mais ce sont les enfants de Bongo qui ont liquidé El Gabon, qui ont détruit El Gabon pour créer maintenant eux-mêmes leur compagnie aérienne. Mais comme ils n'ont pas pu gérer un seul avion, parce qu'ils sont incompétents, ils sont très bêtes, les enfants de Bongo. Ali et Pascaline Bongo sont très bêtes, je te le confirme. Ils n'ont pas pu gérer un avion. L'avion est tombé, la compagnie a coulé,
ils sont allés chercher les Marocains pour venir créer Air Gabon International. Là encore, ça n'a pas marché. Parce qu'ils sont très bêtes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer Gabon Airlines? Mais on va sortir les dossiers. On va sortir les dossiers. Si on continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. D'accord? Ils ont fait quoi pour créer Gabon Airlines? Bongo a fait la réunion avec sa fille Pascaline, son fils Ali. Et après, ils ont appelé Christian Bongo. Christian Bongo est là vivant. Christian Bongo doit l'entôle. Si au Gabon, il y a la justice, Christian Bongo va en prison. Pascaline Bongo va en prison. Pascal Bongo, il est mort. Celui qu'on nous montre là, c'est pas Ali Bongo. On pourra en parler plus tard. Ceux qui sont même là dans la transition, eux-mêmes, ils l'ont déjà dit en fin 2018. qu'Ali Bongo est mort. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ils ont donc appelé Christian Bongo. Bon, ils ont dit à Christian Bongo, le père a dit, bon, comme tu es à la BGD là-bas, il nous faut 30 milliards pour créer Gabon Airlines, notre compagnie aérienne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme la BGD possède 5% d'actions à la BGFI Bank, donc qu'est-ce que tu vas faire, Christian? Ça, c'est le père qui parle. Tu vas hypothéquer les 5% de la BGD qu'on a à BGFI Bank. Comme ça, BGFI Bank nous paie 30 milliards. Et puis on crée Gabon Airlines. Ils ont fait ça. BGFI Bank qui est géré par Henri Kodo Yima, leur parent, le fameux grand milliardaire du Gabon, qui pille l'argent du pétrole gabonais. Ils ont sorti, enfin ils pillent avec les bongos. Hein. Alors, ils ont sorti, Oyima a sorti 30 milliards, il a donné à la famille de Bongo, à sa famille à lui, c'est sa famille. Et voilà comment ils ont créé Gabon Airlines. 30 milliards pour un avion. 30 milliards pour un avion. Ça n'a pas tenu longtemps. Ils ont loué Boeing 767. Ça n'a pas tenu longtemps. La compagnie elle-même, elle est tombée. Parce que ce sont de mauvais gestionnaires. Ils ne savent pas gérer l'argent. Donc, voilà comment les bongos ont créé Gabon Airlines. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas remboursé les 30 milliards à la BGFI Bank, parce que BGFI aussi, c'est leur banque. Et la BGFI, donc, a récupéré les 5% que la BGD avait comme action à la BGFI. Et BGFI Bank aussi est rentré dans le capital d'Afrijet. Puisque l'État Synergie était actionnaire d'Afrijet, ils ont aussi donné des parts à la BGFI Bank dans Afrijet pour rembourser les 30 milliards. Sauf que Afrijet, eux-mêmes sont actionnaires, c'est pour eux. La BGFI Bank, eux-mêmes sont actionnaires, c'est pour eux. Donc, c'était toujours dans leurs mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Mais derrière, la BGD a commencé à avoir des problèmes. Jusqu'à ce que la BGD coule. Jusqu'à ce que la BGD coule. Parce que c'est les bongos qui ont fait couler la BGD. Là encore, les agents de la BGD sont en train de tirer le diable par la queue. Mais Christian Bongo, il est où? Il mange son caviar, il boit le champagne. Parce que le Bongo est où? Elle mange son caviar, elle boit le champagne. Mais les Gabonais de Gabon Télécom sont où? Les Gabonais de Gabon sont où? Les Gabonais de la BGD sont où? Les Gabonais de la Poste Banque sont où? Ils sont en train de mourir d'un petit feu là. Sans avoir récupéré un seul de leurs centimes. Pour certains, leurs épargnes. Pour les autres, ils ont travaillé 20 ans, 30 ans dans ces boîtes-là. Ils sont en train de mourir. Mais ce n'est pas les FAN qui ont fait ça. Ce n'est pas les FAN. Donc, s'il faut qu'on commence à sortir des dossiers, mon frère, on va sortir des dossiers, ça va faire mal. Mais ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant. Je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que sinon, ça peut mal se terminer. Donc, il faut que ceux-là qui fassent ça là, les dossiers à gauche, à droite, coup d'État, l'argent est mis là-bas, qu'ils arrêtent ça. Nous avons une chance aujourd'hui, une chance de dingue, d'avoir une transition dirigée par des Gabonais. On a eu un président gabonais qui n'a fait que 4 ans de pouvoir. Et jusqu'à présent, certains même le traitent de traite qu'il a liquidé le Gabon à la France. Ah bon? Léon a fait 4 ans de pouvoir, il a liquidé le Gabon à la France, mais celui qui a fait 42 ans de pouvoir là, lui il a fait quoi lui? Il a liquidé quoi qui? Donc tu vois, cette haine-là, vers une communauté qui a commencé depuis Léomba, continue encore. On a changé de génération, ça continue encore. C'est pas bon. C'est pas bon si on fait ça. C'est pas bon pour le Gabon. Alors que là, il faut justement se serrer les coudes. Et puis qu'on avance tous ensemble pour que le Gabon marche, pour que le Gabon soit au top niveau, pour que le Gabon soit enfin la propriété des Gabonais. C'est ça l'objectif. Et c'est cet objectif-là que nous fixe la transition. Bien sûr que tout n'est pas parfait dans cette transition. Ce sont des militaires. Tous les militaires n'ont peut-être pas le niveau politique de certains, comme Sankara,
comme peut-être Assimi Goïta au Mali, peut-être comme le petit capitaine Traoré au Burkina. Mais la situation du Mali, la situation du Burkina n'est pas la même que celle du Gabon. Et celle du Gabon n'est pas aussi la même que celle de ces deux pays que je viens de citer. C'est pas pareil. Tu vois, nous, c'est très politique. Le problème est très politique. Là-bas, c'est une guerre qu'ils ont. Des terroristes qui attaquent. Nous, c'est la politique qui nous a mis dans cette situation-là. Et la classe politique gabonaise, c'est une classe politique de très bas niveau. Corrompue. Ils vendent leur main pour l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si un Centrafricain congolais a pu diriger le Gabon, c'est parce que les Gabonais ont permis ça. Des Gabonais qui ont affronté Léomba. Et qui, donc, ont accepté que cet étranger-là vienne gouverner le Gabon en se disant qu'on va le contrôler. Et puis après, on récupère le pays. Mais ces Gabonais-là sont connus puisque la plupart, ils ont prospéré après avec Omar Bongo. Et aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui prospèrent avec Omar Bongo. Qui ont prospéré avec Ali Bongo. Et qui sont encore là. Hein? Si vous voulez, si tu veux, on va commencer à citer les noms. On va commencer à citer les noms. Et c'est la même chose que ceux qui ont mis Albert Bongo au pouvoir ont fait avec Ali Bongo. Ils ont refusé qu'un Fansa soit candidat du PDG. Casimiro Yemba, qui avait été choisi comme candidat du PDG. Ils ont refusé. Parce qu'ils se sont dit, on va mettre le petit Nigérian là, et puis on va le contrôler. Après, on récupère le pouvoir. Et ils ont fait les deals avec Ali Bongo. Tu prends le pouvoir, on te met au pouvoir, tu fais un mandat, après tu nous rends. Mais qui c'est qui a balancé la vérité? C'est pas Éloi Randy Chambrier qui est mort là. C'est le deal qu'ils ont fait avec Ali Bongo. Et donc, ils ont refusé qu'Oyemba soit le candidat du PDG. Aujourd'hui, Chambrier est où? Oyemba est où? Le Gabon est où? Ali Bongo est où? Tu vois ce qu'ils ont fait? Ce sont des Gabonais qui ont fait ça. Quand Bob Amler disait que vous ne connaissez pas Ali, Ali va vous trahir. Il disait comme Bob Am, oh, tu es jaloux parce qu'on ne t'a pas choisi. Bob Am a dit, mais moi, je ne vous ai pas demandé l'investiture au PDG. Je suis allé moi-même de mon côté demander la candidature. Bob Amler avait même proposé, si c'est moi qui vous dérange, il n'y a pas de problème, je me retire. Mais on s'organise pour trouver un autre candidat qu'un Bongo qui va diriger le pays. Ils ont dit à Bob Am, dégage. Ils l'ont dit, dégage. On a fini où avec Ali Bongo? Ali Bongo les a tous trahis. Mais regarde aujourd'hui dans quel état est le pays. Regarde dans quel état est le pays. C'est nos parents du Haut-Togo, là, certains, qui attaquent les femmes. Mais ils ne connaissent pas donc l'histoire. Et les autres qui passent le temps à attaquer les femmes. Et je vais finir là-dessus, mon frère, parce que je pense que j'étais assez long. On pourra en rediscuter plus tard. Je suis un peu occupé. J'ai pris le temps de te répondre. Mais qui attaque, c'est nos parents là du Haut-Togo qui attaquent les femmes là. Mais ils ne connaissent pas l'histoire, bien oublié. Dans chaque famille altogovéenne, écoute bien ce que je vais te dire. Dans chaque famille altogovéenne, tu as un enfant-fan. Nous sommes en 2024. Dans chaque famille du Haut-Togo, tu as un enfant-fan. Tu as les enfants-fans chez les Bateke. Tu as les enfants-fans chez les Obamba. Tu as les enfants-fans chez les Ndoumou. Tu as les enfants-fans chez les Bakalingi. Dans chaque famille, chez les Mbaoué, tu as les enfants-fans. Dans chaque famille du Haut-Togo, tu as un enfant-fan. Et ce n'est pas depuis hier. Tu as ceux qui sont nés en 1960. Les enfants-fans qui sont nés en 1960, mélangés avec le Haut-Togo. Ceux des années 70. Tu as ceux des années 80. Tu as ceux des années 90. Tu as ceux des années 2000. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, mon frère, dans 30 ans? Nous sommes en 2024. Donc dans 30 ans, en 2074. Nous sommes en 2024. 2054, excuse-moi. En 2000, nous sommes en 2024, c'est ça. 2054. Donc dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? Parce que quand on fait la politique, celui qui se projette sur 10 ans, c'est un tocard. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas la politique, il dégage. Il faut se projeter au moins minimum sur 50 ans. Là, on peut dire que c'est bon, tu connais quand même la politique. Qu'est-ce qui va se passer en 2054, dans le Haut-Togo? Il va se passer en 2054, dans le Haut-Togo, c'est que la moitié de la population du Haut-Togo sera faim. Je répète, il va se passer en 2054, dans 30 ans, la moitié du Haut-Togo sera faim. Dans 30 ans. Dans 30 ans, la moitié du Haut-Togo sera faim. La moitié de la population du Haut-Togo sera faim. Parce que depuis le début des années 60, il y a des enfants faim dans toutes les familles du Haut-Togo. Je suis bien placé pour te parler. Ma femme est du Haut-Togo. Mes frères ont fait des enfants en abondance dans le Haut-Togo. Et j'en passe. Dans 50 ans, c'est-à-dire en 2074, dans 50 ans,
60% de la population du Haut-Ogooué, c'est la faim. En 2074, 60% de la population du Haut-Ogooué, c'est la faim. Donc, ceux qui insultent les femmes tous les jours, là, qui sont originaires du Haut-Ogooué, il faut qu'ils sachent que dans 50 ans, la province du Haut-Ogooué, c'est une province faim. Et qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Il va se passer que les femmes qui sont déjà installés dans le Welentem, dans le Goué-Vino, dans le Moyen-Ogooué, et qui sont en train d'être installés dans le Goué maritime, qui sont très nombreux là-bas, et qui sont déjà dans le Haut-Ogooué, les femmes seront installés en grande majorité et l'estuaire dans 6 provinces. Welentem, Moyen-Ogooué, estuaire, Ogooué maritime, Haut-Ogooué, 5 provinces. Les femmes seront installés dans 5 provinces, en grande majorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2074? C'est que le candidat Fan qui sera là n'aura pas besoin des autres provinces pour être élu. Il n'en aura pas besoin. Et ceux qui sont en train de crier tous les jours Bangam, qui ne savent pas ce que ça veut dire, au Bangam, c'est quand les femmes se réunissent, il y a un problème dans le village, on se réunit, on parle du problème du village, au corps de garde. Mais ils sont en train de transformer ça dans quelle sauce? Dans une sauce tribaliste, en faisant croire que les femmes se réunissent entre eux pour prendre le pouvoir. Ce qui est faux. Parce que la preuve, en 2016, Raymond Donsima, Jean Ping l'a battu dans son propre village. Jean Ping a battu Donsima dans son propre village, dans le Welentem. Le Welentem a voté Jean Ping haut la main. Donsima a fait 0, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas fait 1% dans le Welentem, dans sa propre province. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire au Bangam quand il s'agit du Gabon. Ils font au Bangam quand c'est entre eux-mêmes dans les problèmes du village. Ils ne font pas au Bangam quand il s'agit des problèmes du Gabon. Ils pensent d'abord au Gabon, pas d'abord à leur communauté. Si c'était ça, Raymond Donsima en 2016 aurait battu Jean Ping dans le Welentem. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Et je crois qu'ils ont même fait un meilleur score que le Goué maritime chez Jean Ping, ou pas loin. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Georges Pagala vivant, Georges Pagala peut le dire. Georges Pagala a dit, la vidéo, tu peux la retrouver sur YouTube. Georges Pagala appelle les émeutes de 2016. Les enfants qui ont été le plus tués, c'est d'abord les enfants enfants. Après, ce sont les enfants pour nous. Après, ce sont les enfants miennais. Georges Pagala de la société civile, il a fait sa conférence de presse et il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça veut dire que les enfants enfants se sont battus pour qu'un miennais, ont donné leur vie pour qu'un miennais les commande, pour qu'un miennais dirige le Gabon. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire au Bangam quand il s'agit du Gabon. Les femmes font au Bangam quand c'est dans leur village, quand il y a les problèmes du village. Pas quand il s'agit des problèmes du Gabon. Donc, en 2074, si ces gens-là continuent comme ça, les femmes n'auront besoin de personne pour aller au palais du bord de mer. Et là, avec la colère qui est en train de monter chez les femmes, voilà pourquoi il faut que ça s'arrête immédiatement. Pour qu'on laisse cette transition-là avancer sans histoire. En 2074, là, les femmes vont vous faire au Bangam. Ils auront le contrôle de 5-6 provinces. Le président qui va venir là, le président Fan qui va venir là, en 2074, il n'aura pas besoin des autres provinces. Les femmes vont s'aligner. Ils vont dire que comme vous nous avez passé votre temps à nous insulter, à nous traiter de tous les noms, que nous sommes le problème du pays, alors que nous n'avons pas géré le pays. On a eu des femmes qui ont été avec Omar Bongo, la famille Bongo, mais ils n'ont pas représenté le peuple fan. Ils sont allés à leur compte à eux. Mais vous mettez ça sur le dos de la population fan du Gabon, ben on va vous faire au Bangam. Donc, tous les fans vont voter le candidat fan. Et il va passer haut la main. Il n'aura besoin de personne. Et quand il aura fini son mandat ou ses 2 mandats, il va se retourner, il va dire à Biban, en moi disant, tu fais quoi? Viens prendre ma place, je suis fatigué, je m'en vais. Il donne la place à Biban. Biban va faire ses 2 mandats. Quand il est fatigué, il va regarder à lui. Il va dire, Obama, tu es là? En moi disant, viens prendre la place. Obama va venir, il fait ses 2 mandats. Quand Obama aussi a fini pour lui, il regarde derrière lui, en moi disant, tu es là? Bon, écoute, moi je suis fatigué, je m'en vais. Ah, Toutoum, viens prendre la place. Toutoum, viens prendre la place. Ils vont rester là pendant 300 ans au pouvoir. 300 ans au pouvoir. Donc il faut éviter ce genre de choses. La politique, c'est tout le monde, c'est tout le pays, c'est tout le peuple gabonais. Ça ne concerne pas une ethnie. Le palais du bord de mer n'appartient pas à la minorité extrémiste du Haut-Ogooué. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'ils comprennent ça. Le palais du bord de mer, c'est pour tous les Gabonais. Si demain c'est un pour nous qui est le président du Gabon, on va s'aligner, on vote si c'est le bon choix. Comme on a fait avec Jean Ping. On a dit c'est lui qu'il faut. Tout le monde a voté le mien pour qu'il aille prendre le palais du bord de mer. On n'a pas regardé son côté chinois. On a dit non, c'est un enfant du pays. Il est né là, sa maman est de là. On vote le gars.
On a voté. Malheureusement, il n'est pas arrivé au palais du bord de mer. C'est ça le Gabon. Ce n'est pas ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux. Ceux-là sont en train d'être... Enfin bref, on va parler de ça prochainement. J'ai beaucoup de choses à faire, mon frère. Bonne journée à toi. On s'appelle. Merci.